Bonjour à tous. Permettez-moi également de remercier les organisateurs de ce congrès de me donner l'occasion de m'exprimer et de présenter le modèle de financement des urgences, qui est un sujet éminemment technique, voire roboratif, mais qui n'en reste pas moins très important dans la mesure où il détermine la capacité des établissements de santé auxquels sont rattachées les structures d'urgence à déployer les moyens dont ont besoin les patients pour une prise en charge de la meilleure qualité possible. Donc, la DGOS accorde depuis toujours la plus grande attention. Pardon. Voilà. Oui, la DGOS accorde depuis toujours la plus grande attention à cette question du modèle de financement, dans la mesure où si les enveloppes budgétaires ne sont malheureusement pas extensibles à l'infini, il n'en est pas moins important de veiller il en est même d'autant plus important de veiller à la bonne répartition des crédits entre les établissements de santé, à une répartition la plus équitable possible. Vous le savez, ce modèle de financement des structures d'urgence, il prend sa source dans la mise en place de la tarification à l'activité en 2004, ce qui veut dire qu'il a maintenant une douzaine d'années, mais il a d'ores et déjà commencé à évoluer, puisque dès le mois de juin 2011, à la demande du ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand, il nous a été demandé de réfléchir à une forme de réingénierie de ce modèle de financement, et ce sur l'ensemble du champ, certes les services d'urgence au sens strict, mais aussi les SAMU et les SMUR, et ce sur le fondement et le constat d'un certain nombre d'insuffisances du modèle qui avait été mis en place en 2004, insuffisances et limites sur lesquelles je reviendrai ultérieurement. Et donc, nous avons à cet effet mis en place un groupe de travail qui réunissait les représentants des urgentistes, des établissements de santé, des fédérations hospitalières et des ARS, pour réfléchir à cette question et commencer par réaliser précisément un état des lieux partagé pour pouvoir ensuite partir sur une base de travail consensuel. Nous avons commencé à travailler dans un premier temps à partir de l'année 2012 sur la modélisation de la MIG SAMU qui finance donc l'activité des centres 15. Pourquoi cette première étape? Tout simplement parce que ça nous paraissait plus simple que d'engager directement les travaux sur les structures d'urgence et les SMUR qui revêtent une complexité plus importante. Donc on a commencé sur la MIG SAMU et cette modélisation, je n'y reviendrai pas, vous la connaissez, elle a été mise en œuvre à partir de l'année de la campagne 2014 avec une montée en charge progressive qui se terminera en 2018. Et en 2014, nous avons engagé une deuxième étape de ces travaux avec le lancement d'une réflexion sur l'évolution du financement, cette fois des services d'urgence, y compris UHCD, et des SMUR, qu'ils soient terrestres ou aériens, cette fois dans le cadre du comité de réforme de la tarification hospitalière. Et on a suivi peu ou prou la même méthodologie que celle qui avait été utilisée pour la remodélisation de la MIG SAMU. Les travaux ont duré 2 ans. Et le nouveau modèle, j'y reviendrai, a été mis en œuvre depuis le mois de février dernier, et ce, avec une montée en charge progressive sur 4 ans, j'y reviendrai également. Ce qui me paraissait important de souligner, c'est que nous avons consacré à chaque fois près de 2 années pleines entre le début des travaux et la date effective de mise en œuvre du nouveau modèle. 2 années, ça peut paraître long à chaque fois, mais c'est le temps nécessaire à la fois pour approfondir de manière technique les sujets qui sont éminemment complexes, et puis c'est le temps nécessaire aussi pour organiser une concertation large avec l'ensemble des acteurs et faire en sorte que, in fine, les choix retenus soient, si ce n'est consensuels à 100%, en tout cas les plus consensuels possibles pour que, à minima, le modèle de financement ne soit pas un sujet de discorde, indépendamment ensuite du niveau en valeur absolue des enveloppes qui sont réparties dans ce cadre.
Un bref rappel des modalités de financement en question, telles qu'elles étaient en œuvre jusqu'en 2015 compris, sachant qu'elles ont donc évolué légèrement depuis 2016. Donc, vous le savez, pour les passages aux urgences qui sont non suivis d'une hospitalisation MCO dans l'établissement, les établissements perçoivent un forfait ATU pour chaque passage, ainsi que les actes et consultations associés qui donc peuvent être facturés en complément. Et cet ensemble de ressources a principalement vocation à couvrir les charges variables associées à ces passages aux urgences. Et à côté de ce forfait ATU et des actes et consultations externes, l'établissement perçoit un forfait annuel, le FAU, vous connaissez les sigles, qui dépend, lui, du nombre d'ATU de l'année précédente et qui a principalement vocation à assurer un financement des charges fixes, notamment les charges liées à la contrainte d'ouverture H24 et aussi à compléter les autres recettes fournies par la tarification à l'activité. Et on a calculé que pour le secteur XDG, donc à la fois établissement public et établissement SPIC, ces modes de financement permettaient de générer des recettes d'environ 125 € par ATU, donc par passage non suivi d'hospitalisation. Alors, en revanche, pour les passages aux urgences qui sont suivis d'une hospitalisation MCO dans l'établissement, là, les modalités de financement dépendent du parcours du patient. Si le patient est hospitalisé au sein de l'UHCD, de la structure d'urgence, là, l'établissement perçoit un GHS complet. En revanche, lorsque le patient est soit hospitalisé dans l'UHCD, puis ensuite hospitalisé au sein de l'établissement dans les services de soins, soit directement hospitalisé dans les services de soins hors UHCD, l'établissement perçoit une quote-part du GHS lié à l'hospitalisation complète du patient au sein de l'établissement. Et donc, dans ce cas de figure, les sommes sont notoirement plus importantes, puisque lorsque le patient est pris en charge à 100% au sein de l'UHCD, ça représente une somme d'environ 500 € par passage. En revanche, lorsqu'il est ensuite muté dans un autre service de l'établissement, là, ça représente une somme d'environ 178 € par passage. Alors ça, c'était pour les services des urgences. Et en ce qui concernait l'activité de SMUR, le financement reposait, il faut en parler donc au passé désormais, sur une dotation MIG, dont le calibrage était la plupart du temps historique, qui avait parfois été, mais pas tout le temps, ajusté par les ARS. Quand je dis un financement historique, c'est-à-dire un financement qui reposait sur des charges déclarées par les établissements en 2003. Donc une référence qui commençait à être sérieusement datée. Et donc ces dotations couvrent également les besoins de financement liés aux ELISMUR et aux évacuations sanitaires. C'est deux activités très spécifiques qui ne concernent pas tous les établissements dotés d'un service d'urgence, mais qui concernent, je crois, tous les CHU et les gros centres hospitaliers de niveau départemental. Donc, en sus de ces dotations, les établissements émettent des facturations aux établissements demandeurs de transport secondaire. On aura l'occasion d'y revenir, puisque c'était aussi l'un des facteurs limitants du modèle antérieur. Cette diapositive pour vous illustrer à la fois la diversité des ressources allouées à l'activité d'urgence et puis l'ampleur en valeur absolue des sommes en question, puisque pour l'année considérée qui était 2014, si ma mémoire est bonne, le total des financements alloués aux établissements publics et SPIC, soit par l'assurance maladie, soit par les patients au titre du ticket modérateur, représentait près de 3,3 milliards d'euros, soit presque 5% du total de l'ONDAM établissement de santé. Ça, il s'agit des recettes directes, indépendamment de la réallocation interne des GHS suite à une mutation au sein d'un service MCO. Alors, je l'évoquais en introduction, nous avons collectivement fait le constat, et ce assez rapidement, en tout cas dès 2011, d'un certain nombre de limites du modèle de financement des structures d'urgence SMUR tel qu'il avait été mis en œuvre à compter de l'année 2004. Première limite, c'était un financement qui était morcelé entre des vecteurs de nature différente. Je crois que la diapositive précédente l'illustrait bien,
avec pour conséquence des difficultés de lisibilité de ce modèle et aussi de compréhension, il faut bien le dire. Deuxième limite, c'était un calcul du FAU par entité juridique et non par entité géographique, ce qui avait pour conséquence de défavoriser les établissements qui disposaient de plusieurs implantations réparties sur plusieurs sites. Je pense notamment à la majorité des CHU, mais aussi à tous les établissements qui avaient pu fusionner des années précédentes, dotés de 2 ou de 3 sites, chacun doté d'un service des urgences. Donc, le mode de financement a été très pénalisant pour ces établissements-là, avec notamment pour conséquence pratique le fait que les charges incompressibles liées à l'ouverture H24 n'étaient pas nécessairement couvertes, voire n'étaient pas suffisamment couvertes. Alors, troisième limite du modèle tel qu'il existait antérieurement, c'était, s'agissant de l'activité de SMUR, des diversités de modes d'allocation, comme je l'évoquais, avec soit des reconductions d'enveloppes historiques, mais qui étaient désormais totalement déconnectées de la réalité des besoins du moment, soit des modélisations régionales qui étaient pour certaines pertinentes, mais d'autres qui l'étaient objectivement un peu moins. Et bien évidemment, là encore, la problématique de la couverture des charges incompressibles, c'est-à-dire qu'un certain nombre de SMUR, quel que soit leur niveau d'activité, n'avaient pas les moyens de couvrir les charges de fonctionnement de base d'un SMUR en vertu des textes applicables à cette activité. Donc ça posait un réel problème. Autre limite, pour ne pas parler d'irritant, c'était la problématique des facturations interétablissements dans le cadre de l'activité de SMUR secondaire qui, compte tenu de règles de facturation, on va dire, contestables ou en tout cas diversement appliquées, générait des contentieux et génère malheureusement encore des contentieux qui, outre qu'elles polluent l'atmosphère entre établissements, ont pour conséquence première de pénaliser les établissements de proximité pour lesquels il y a en moyenne un fort taux de transfert de patients. Autre limite, alors cette fois plus du point de vue des patients et du recouvrement, c'était précisément la difficulté de recouvrement des restes à charge liés aux prises en charge aux urgences, d'une part, et puis des problèmes d'équité des restes à charge au titre de l'activité de SMUR avec des niveaux de tarifs très disparates d'un établissement à un autre, avec parfois des niveaux objectivement difficiles à justifier. Donc, in fine, un financement complexe, hétérogène et qui ne permettait pas d'objectiver l'équilibre global médico-économique de ces activités et qui ne permettait pas non plus de mobiliser le levier du modèle de financement pour les projets d'organisation territoriale portés tant par les établissements eux-mêmes que par les agences régionales de santé. Et donc, au regard et en réponse à ces limites, on a conceptualisé une réforme qui portait sur l'ensemble du périmètre des services d'urgence, y compris UHCD et SMUR, les deux secteurs, et qui se donnait pour objectif à la fois, pour commencer, de s'assurer que tous les établissements de santé sièges d'une structure d'urgence perçoivent un niveau de financement qui soit suffisant pour répondre à la demande de soins qui leur était adressée, et ce, quel que soit leur niveau d'activité, que ce soit leur activité d'aujourd'hui ou son évolution demain. Donc un modèle de financement qui devait rester évolutif pour qu'il y ait une forme d'adéquation quasi permanente entre le niveau de l'activité et le niveau des ressources liées à cette activité. Deuxième objectif, c'est un objectif très important, c'était de garantir un socle de financement qui corresponde aux charges de fonctionnement incompressibles liées à une ouverture H24. Et là, on a souhaité notamment résoudre la problématique des établissements dotés d'un service d'urgence à faible activité, mais qui pour autant sont nécessaires à la réponse aux besoins sur le territoire qu'ils desservent,
et qui étaient injustement pénalisés par le modèle antérieur, puisque le modèle antérieur ne leur permettait pas de couvrir simplement leurs frais de fonctionnement. Donc, le nouveau modèle a essayé de répondre à cette problématique. Autre objectif, c'était de rendre le modèle un peu plus équitable. Et derrière cette notion d'équité, il y a en fait plusieurs réalités. Équitable déjà entre les établissements monocytes et les établissements bisites ou multisites. C'est la problématique des CHU ou des établissements issus d'une fusion que j'évoquais tout à l'heure. Le modèle de financement se donne pour objectif de régler le problème lié à cette situation-là. Autre objectif d'équité, c'est notamment la prise en compte d'activités spécifiques, ELISMUR, évacuation sanitaire, qui encore une fois ne concerne que quelques établissements, mais qui représentent des charges parfois très importantes, des dépenses très importantes pour les établissements en question, qui rendent en fait un service pour un territoire entier et qu'il n'y a pas de raison de pénaliser. Donc le modèle de financement, le nouveau modèle de financement se donne pour objectif de mieux les accompagner qu'antérieurement. Et enfin, deux derniers objectifs, c'était de rendre cohérente, et on verra qu'on a encore des progrès à faire, les règles de financement et les évolutions attendues de l'organisation territoriale d'offre de soins, et enfin de résoudre les problèmes liés aux facturations SMUR et notamment les transports secondaires entre établissements. Et donc, fort de ces objectifs, nous avons longuement travaillé techniquement et longuement concerté jusqu'au tout début de l'année 2016 pour mettre en place le nouveau modèle de financement applicable depuis le mois de février 2016, qui n'est pas à proprement parler en fait un changement de modèle au sens strict, dans la mesure où le modèle qui reste applicable est un modèle qui est majoritairement dépendant du niveau de l'activité. On avait envisagé un modèle un peu différent, un peu plus forfaitaire, bien qu'évolutif en fonction du niveau de l'activité, et la majorité des acteurs, à commencer par la Fédération hospitalière de France, nous ont dit qu'ils étaient très attachés à un modèle de financement qui soit ultra majoritairement fondé sur le niveau de l'activité de l'année N. Et donc, nous avons revu nos projets. Donc, il n'y a pas à proprement parler de révolution dans le modèle de financement désormais applicable, mais en revanche, on a procédé à une amélioration du calibrage, c'est-à-dire le dimensionnement des vecteurs de financement existants, avec une modification des paramètres de valorisation. Alors, on a procédé en pratique à un recalibrage du FAU et de la MIXMUR sur la base d'un référentiel de moyens. Je reviendrai sur cette notion de référentiel de moyens afin de mieux prendre en compte à la fois le nombre d'entités géographiques, je n'y reviens pas, je l'ai suffisamment développé, l'activité réelle des services d'urgence et de SMUR, les effectifs moyens constatés en fonction de l'activité urgence et SMUR, ainsi que les coûts moyens pour tous les autres postes de dépenses liés à la prise en charge des patients dans le cadre des structures d'urgence. Et donc, sur cette base, on a revu la valeur des paliers, la valeur des forfaits, la valeur des dotations. Et ce nouveau modèle se met en œuvre progressivement donc depuis cette année, à raison de 10% cette année, 40% en 2017, 70% en 2018 et 100% en 2019. Pourquoi cette montée en charge progressive ? C'est tout simplement pour lisser les effets revenus négatifs et positifs, mais surtout les effets revenus négatifs, et laisser le temps aux établissements de s'adapter à cette nouvelle donne. Le modèle de financement des structures d'urgence au sens strict génère relativement peu d'effets revenus négatifs ou positifs. Ils sont enfermés dans un tunnel de taux assez faible. En revanche, il faut reconnaître que s'agissant de la MIG SMUR, les effets revenus sont plus conséquents, avec des baisses qui peuvent être parfois très importantes, mais en contrepartie pour d'autres établissements, des augmentations qui, elles, sont significativement importantes, notamment tous les établissements qui étaient historiquement sous-dotés. Donc, pour que chacun puisse s'adapter à cette nouvelle donne, on a fait le choix de lisser les effets revenus sur 4 ans et de commencer modestement en 2016. Alors, s'agissant de la MIXMUR spécifiquement, nous avons fait le choix, dans le prolongement du choix qui avait été fait également pour la MIX-SAMU en 2014,
d'utiliser le modèle de manière pleine et entière pour répartir les crédits entre les différentes ARS, mais en revanche, nous laissons la possibilité aux ARS de ne pas appliquer le modèle de manière stricte dans la répartition des crédits entre établissements à l'intérieur d'une même région pour s'adapter au plus près des organisations et permettre de lisser des effets revenus qu'on n'aurait pas pu prendre en compte, nous, au niveau national. Au niveau national, nous sommes obligés de raisonner sur la base de statistiques moyennes, sur des situations moyennes. Le modèle de financement national ne peut malheureusement pas, mais je crains que ce soit une gageure, tenir compte de toutes les situations spécifiques. Et donc on a souhaité laisser une marge de manœuvre importante aux ARS pour pouvoir s'adapter. Et je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, sur cette base-là, les ARS ont commencé à notifier les crédits en 2016. En revanche, nous n'avons pas pu trouver un terrain d'entente sur les modalités de financement des transports SMUR secondaires. Je vous l'ai dit, ça faisait partie de nos projets, de nos ambitions. Et donc, ces modalités de financement restent inchangées en 2016, mais nous ne désespérons pas de parvenir à un terrain d'entente dès la campagne de 2017 pour régler cette question qui, effectivement, peut susciter des oppositions entre établissements. Donc, pas de révolution en 2016, pas de révolution en 2017 non plus, mais malgré tout, des améliorations que nous jugeons, nous, je crois, en toute objectivité significative, à travers notamment donc, la prise en compte du nombre d'entités géographiques, des dotations SMUR qui sont désormais clairement objectivées et qui sont réparties de manière équitable entre les établissements, et puis surtout la garantie d'un financement adéquat des urgences et des SMUR de manière générale, et en particulier pour ceux qui ont de très faibles activités, mais qui jouent un rôle important à l'échelle territoriale. J'évoquais le focus sur le référentiel de moyens. En fait, toute la modélisation repose sur cette notion de référentiel de moyens. En fait, pour calibrer les vecteurs de financement, c'est-à-dire les enveloppes que l'assurance maladie alloue aux établissements, on est parti d'une estimation du besoin de financement des établissements à partir de leur activité sur la base d'un référentiel de moyens valorisé et qui repose en fait de manière très pragmatique sur une évaluation des moyens humains, médicaux, paramédicaux et des autres moyens matériels, pharmaceutiques, au regard du niveau d'activité de l'établissement, que ce soit pour l'activité d'urgence ou pour l'activité de SMUR. Et cette méthodologie est intéressante dans la mesure où, à la fois, elle est juste, elle est relativement logique. Alors, on s'est heurté à quelques problèmes techniques, je ne le nie pas, mais elle est intéressante dans la mesure où elle permet d'estimer conjointement les besoins de financement des urgences et des SMUR lorsqu'ils sont implantés au sein d'un même établissement. Et on sait que parfois, une partie des équipes est mutualisée. Donc, le modèle permet d'en prendre désormais mieux compte. Cette méthodologie permet de prendre en compte également le nombre de services d'urgence quand plusieurs d'entre eux sont rattachés à une même entité juridique, et puis permet un financement minimum pour les urgences et les SMUR qui permet notamment d'assurer la présence d'une équipe minimale H24. Et donc, cette méthodologie nous permettait, et je crois qu'il y a eu un consensus dessus, d'assurer un financement globalement suffisant à chaque établissement, quel que soit son niveau d'activité. Et surtout, j'y viens, à travers cette évaluation, le niveau de l'activité reste le paramètre le plus important de la modélisation. C'est-à-dire qu'on évalue des besoins de financement au regard du niveau de l'activité. Donc on reste clairement dans un modèle de principe T2A, comme le souhaitait la majorité des acteurs sur ce champ, en tout cas de l'activité d'urgence, notamment compte tenu de l'augmentation tendancielle de l'activité que l'on constate d'une année sur l'autre. Donc cette réforme constitue une étape importante, je dirais même très importante dans l'histoire du modèle de financement des activités d'urgence, mais nous ne comptons pas en rester là. Elle n'épuise pas toutes les problématiques, nous en avons bien conscience, et donc on est en quelque sorte dans un processus d'amélioration continue du modèle, et les travaux vont se poursuivre
avec nos partenaires habituels, donc les fédérations, à commencer par la FHF, les représentations d'établissements, les syndicats d'urgentistes et les ARS, pour prolonger un certain nombre de travaux dans le cadre du groupe de travail qui a été mis en place il y a maintenant plus de 4 ans. Nous allons notamment procéder à des ajustements des modèles de financement actuels, et ce, soit à l'échelle 2017, soit en 2018. Nous allons notamment, a priori en 2018, si ma mémoire est bonne, mettre à jour la modélisation de la MIC-SAMU. La MIC-SAMU, elle a été modélisée en 2014 sur la base de données qui commencent à dater un peu maintenant, et donc on va la remodéliser en 2018 sur la base de données actualisées, données à la fois actualisées et a priori plus fiables, puisque les données utilisées en 2013 étaient parfois, pour certains établissements, pas aussi fiables qu'on l'aurait souhaité. Et donc là, on estime qu'à partir de 2017, les données devraient être beaucoup plus fiables, ce qui nous permettra d'ajuster à la marge le modèle de financement. De la même manière, on va procéder à quelques ajustements de la réforme qu'on a engagée là en 2016 sur certains aspects très particuliers, notamment la modélisation des évacuations sanitaires. Ça ne concerne que quelques établissements, ça ne concerne que quelques régions, notamment les DOM, la Corse de mémoire également. Ce sont parfois des charges très importantes et il est important que le modèle de financement en tienne compte dans un souci d'équité entre établissements pour tenir compte des contraintes qui leur sont spécifiques. Donc ça, ce sera chose faite normalement dès 2017. De même, nous allons veiller, alors ça c'est un peu plus technique, à une meilleure articulation entre le modèle de financement des urgences au sens strict et le modèle de financement des activités isolées que l'on a mis en place en 2015. Et surtout, on va s'employer, je l'évoquais tout à l'heure, à régler, si possible, une bonne fois pour toutes, la problématique de la facturation des transports secondaires. Au-delà de ces ajustements, on va poursuivre la réflexion de manière un peu plus approfondie pour faire évoluer de manière un peu plus importante encore, potentiellement, c'est une simple réflexion, rien n'a été encore acté, les modèles de financement actuels. On va notamment engager une réflexion sur la simplification des facturations des actes et consultations externes et plus globalement du reste à charge au niveau des urgences et des SMUR. Vous le savez, les urgences sont malheureusement un lieu où le reste à charge est souvent très mal recouvré pour des raisons diverses et variées. Et nous semble que le modèle de financement actuel est pour partie responsable de ces difficultés rencontrées par les établissements. Et donc, nous souhaitons engager une réflexion pour voir dans quelle mesure on pourra apporter des simplifications qui permettraient aux établissements de recouvrer dans de meilleures conditions les restes à charge en question et donc d'augmenter leurs ressources budgétaires. On verra bien ce que donnera cette réflexion, mais il me paraît important de l'engager avec vos représentants et potentiellement, si on trouvait un terrain d'entente, l'appliquer dans les années à venir. Et de la même manière, nous allons poursuivre les réflexions sur les vecteurs de financement au sens strict, notamment en application des recommandations du rapport d'Olivier Véran du mois de juillet dernier, qui milite pour une meilleure articulation entre le financement de l'activité d'urgence au sens strict et le financement de l'activité de soins non programmés, qu'évoquait le docteur Jean-Yves Graal ce matin. Donc on va travailler là aussi dans cette direction. Nous n'avons pas d'idée préconçue d'a priori à ce stade, tout reste à faire, mais on souhaite engager cette réflexion pour éventuellement un jour apporter des modifications dans cette direction. Et puis pour terminer, on va engager un certain nombre d'études ou de travaux plus techniques encore, mais qui n'en restent pas moins très intéressants. À la fois une étude de coût, à la fois urgence et soins critiques, qui est en cours de réalisation par la TIH et auquel doivent participer un certain nombre d'établissements représentés dans la salle et qui a pour objet de valoriser de manière plus fine les coûts de fonctionnement des services des urgences. Et enfin et surtout, on va engager des travaux pour améliorer la connaissance de l'activité réalisée aux urgences, et ça fait le lien avec la présentation précédente, notamment via un chaînage des données entre les RPU, les résumés de passage aux urgences, et le PMSI. Alors, ce chaînage, il va reposer, il dépend de l'exhaustivité du recueil des RPU à l'échelle du territoire. On n'en est pas encore à l'exhaustivité totale.
L'intérêt, c'est que ça rendra possible des analyses des parcours des patients de manière beaucoup plus fine, de manière beaucoup plus approfondie, sur la base de quoi on pourra développer des indicateurs d'analyse d'activité également beaucoup plus poussés et potentiellement, c'est un débouché que l'on envisage, même si ça n'a pas encore été définitivement acté, c'est éventuellement de différencier la valorisation des ATU en fonction du niveau d'intensité de la prise en charge des patients, puisqu'aujourd'hui, quel que soit leur état de santé, les patients sont à l'origine pour l'établissement d'un ATU qui a exactement la même valeur. Or, on le sait, le profil des patients peut être différent d'un territoire à un autre, d'un établissement à un autre, donc ça pourrait éventuellement permettre de procéder à quelques ajustements pour répartir légèrement autrement les ressources budgétaires entre les établissements. Encore une fois, ça n'a pas été acté, mais ça prendra plusieurs années. Mais voilà, il me paraissait important de vous donner également cette visibilité sur l'ensemble des chantiers engagés. Donc, beaucoup de travail encore en perspective. Je vais m'arrêter là. Je précise que, au-delà de cette présentation, nous avons préparé des présentations beaucoup plus détaillées dans le cadre de la communication autour de la campagne 2016. Ces présentations sont normalement disponibles sur le site internet du ministère. Nous les avons diffusées à l'ensemble des fédérations hospitalières, notamment la FHF. Donc, si vous souhaitez approfondir cette question-là, je vous invite à en prendre connaissance. Et puis, je précise par ailleurs que nous sommes aussi à la disposition des établissements de santé. On ne peut pas le faire pour tout le monde parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux, mais pour répondre à vos questions, notamment de compréhension sur le modèle lorsque vous estimez que le modèle en question n'est pas suffisamment clair. Voilà. Merci de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.